Est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce qu'on va être un bon chef? Est-ce que nos hommes vont nous suivre, vont nous faire confiance? Est-ce qu'on va ramener tout le monde? C'est tout l'objet du livre, justement, c'est la question à laquelle je voulais apporter une réponse pour tout le monde, parce que je me suis rendu compte que personne ne savait que les gendarmes étaient en Afghanistan. Il est vrai qu'à l'époque, on avait très peu communiqué sur le sujet. Et en fait, la réponse, elle est tout simplement à trouver dans notre statut militaire. Les gendarmes sont des militaires, à l'inverse de la police, qui sont des civils et des fonctionnaires. Nous avons ce statut spécifique qui fait que, bien qu'appartenant au ministère de l'Intérieur, on exerce des missions de défense et notre statut militaire nous permet de nous engager aux côtés des armées, notamment dans ces opérations extérieures. Et dans le cadre de l'Afghanistan, c'est très particulier, ça pourrait se jouer ailleurs, tout simplement dans un pays en guerre dans lequel il y a une intervention, que ce soit l'OTAN comme c'était le cas en Afghanistan ou autre d'ailleurs. Il y a la phase de guerre brute et la phase de combat, et ensuite on bascule dans ce qu'on appelle une phase de stabilisation, qui est un peu un entre-deux entre la guerre et le moment où le pays est apaisé. Particulièrement dans les débuts, des forces comme la gendarmerie, qui sont des forces armées, des forces militaires avec des missions de police, on a vraiment toute notre place dans cette espèce de continuum où mettre des policiers civils tout de suite, ce ne serait pas forcément une bonne idée. Surtout qu'on loge, on est dans des bases, on loge dans des conditions très précaires que notre statut nous impose et auxquelles on est habitué, pour lesquelles on est formé. Et c'est pour ça que la gendarmerie, à ce moment-là, est intervenue en Afghanistan. Il faut bien se rendre compte que pour un chef militaire, partir à la guerre avec ses hommes, c'est vraiment le moment attendu, le moment de vérité. On s'y prépare, on est formé pour. La plupart du temps, on ne le met pas en œuvre et c'est heureux. Il faut bien comprendre aussi qu'on ne cherche pas la guerre, on n'attend pas qu'il y ait une guerre quelque part avec le sourire. En revanche, une fois que ça arrive, on préfère que ce soit nous qui soyons envoyés plutôt qu'un de nos camarades pour pouvoir, comme je le disais, mettre en œuvre tout ce qu'on a appris et puis nous confronter à la réalité. Et c'est les missions les plus intéressantes. La question de l'intime, elle est fondamentale. C'est vrai que ça a été particulièrement compliqué parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, puisque ce qui est intéressant, c'est les rapports humains dans ce contexte si particulier d'une opération extérieure, dans un pays en guerre. Et fondamentalement, c'est ce qui restera, ces grands questionnements, les réponses qu'on a tenté d'y apporter. Et en même temps, j'ai souhaité éviter l'écueil du voyeurisme, et j'espère avoir réussi à trouver ce délicat équilibre entre l'expérience, les faits, le quotidien, qui parfois d'ailleurs est ennuyeux. Alors, le livre ne l'est pas, mais on ne peut pas raconter que les moments paroxystiques. Le but est que les gens comprennent quelle est notre vie pendant ces 6 mois, qu'est-ce qu'ont fait les gendarmes pendant ces 6 mois, qui s'y intéressent. Mais il était évidemment impossible de ne pas évoquer cette spécificité de l'opération extérieure que je ne découvrais pas, mais qui a été plus forte que pour d'autres opérations extérieures que j'ai vécues en Afghanistan ou ailleurs. C'est cette proximité avec la mort qui j'imagine, fait que les gens se posent beaucoup plus de questions. La mort vécue, puisqu'on a des camarades qui sont tombés durant cette période, et la mort à laquelle on pense pour soi-même au quotidien, parce que c'est pas une pensée oppressante, systématique, mais à certains moments, oui quand même, ça peut le devenir. Et après coup, après une opération particulièrement difficile, après une embuscade, ou après une cérémonie de veillée funéraire pour des morts français, il y avait ces discussions qui s'instauraient, et mes hommes venaient assez naturellement me poser des questions. Alors c'était pas une thérapie de groupe,
Ils venaient, moi je laissais toujours la possibilité, les gens savaient où j'étais, je restais parfois un peu plus tard, parce que je savais que les derniers, s'ils étaient restés, c'était peut-être pour aller plus loin. Et j'ai eu quelques conversations assez extraordinaires qu'on n'a pas normalement sur le sens de la vie, sur les grandes questions existentielles. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais, comme je le disais, en évitant si possible l'écueil du voyeurisme, mais que je voulais partager au lecteur, parce que ça fait partie des moments extrêmement forts pour un chef, mais pour tout le monde, pour un militaire engagé en opération extérieure. C'est des choses, on ne peut pas passer à côté. À travers la lecture du livre, on devrait réussir à comprendre la pression qui est celle du chef pour essayer justement d'être un bon chef. Et c'est une question qui se pose depuis, pour nous, officiers, depuis la formation initiale. On a tous des images, on a tous des modèles, on a tous des héros qui sont ce vers quoi on essaye de tendre. Et en fait, j'ai découvert que de manière assez simple, peut-être que la bonne manière d'être le meilleur chef possible, c'est d'essayer d'être celui qu'on voudrait avoir nous-mêmes. Ça paraît assez basique, on n'y pense pas forcément toujours, mais je me suis souvent fait la réflexion lorsque j'ai dû réfléchir à mes réactions, parce que j'avais le temps. Que faire face à tel problème? Eh bien, j'ai joué ce rôle de qu'est-ce que j'aurais attendu moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise, comment j'aimerais qu'on réagisse, et ensuite l'adapter en conséquence. Donc un bon chef, il n'y a pas de recette miracle. Il y a un éternel débat autour de l'inné et de l'acquis. Je crois déjà qu'un bon chef, c'est quelqu'un qui est compétent dans son domaine, parce qu'on peut avoir des tas de qualités humaines, si on n'est pas bon dans son métier, les qualités humaines sont un peu perdues. Bon, il vaut mieux avoir la même chose qu'un incompétent qui en plus soit un salaud, mais on va dire que c'est pas suffisant. En revanche, j'ai déjà dévoilé la deuxième partie. Les qualités humaines, malgré tout, une fois qu'on a parlé de la compétence, elles me semblent prépondérantes. Et alors quand je parle de qualité humaine, il y a des gens qui traduisent ça par la bienveillance dans le sens d'une certaine démagogie. Moi je parlerais de la bienveillance dans son acception la plus noble, qui passe parfois du coup par la fermeté, parce que les gens ont besoin d'être cadrés, certains ont besoin d'être cadrés, et ne pas les cadrer, ce serait en fait une erreur et ce ne serait pas leur rendre service. Donc c'est une savante alchimie entre des choses qu'on a pu apprendre, des ressentis personnels, notre propre histoire, et s'adapter à la personne que nous avons en face. Donc un commandement, c'est individualisé, et du coup, pour répondre plus directement à votre question, et en faisant assez simple, le bon chef, c'est celui qui est à la fois compétent dans le domaine qui est le sien, et qui s'engage avec tout son cœur, toute son âme, en mettant en avant les qualités relationnelles et les qualités humaines qui sont attendues. On n'est pas des machines, on est dans des contextes particulièrement compliqués. S'il n'y a pas les rapports humains, ça perd beaucoup de sens et ça devient beaucoup trop dur. C'est un sujet particulièrement délicat, et c'est une question qui peut tarauder certains. C'est toujours facile de refaire l'histoire. Aujourd'hui, on sait que ça a mal tourné, mais comme on ne peut pas le savoir avant, je pense que déjà l'engagement par lui-même, il a du sens, parce qu'on essaye de faire quelque chose. Alors c'est pas d'autant plus beau lorsque c'est inutile, pour reprendre Edmond Rostand. En revanche, ça valait le coup d'essayer. Et les raisons de l'échec, elles sont connues. Je vais pas les développer. C'est très factuel d'ailleurs, j'en parle effectivement dans l'avant-propos, en étant conscient que c'est un exercice un peu facile, mais je ne pouvais pas éluder cette question. Je crois que pour un militaire, en tout cas je ne vais pas me faire le porte-parole, mais pour moi, évidemment, il y a une vraie tristesse quand on voit qu'on a l'impression que tout l'engagement, toute la sueur, tout le sang, toutes les larmes, pour ça, est-ce que ça valait le coup? Je crois qu'on continue à répondre oui.